Bonjour tout le monde. Ceux qui écoutent le podcast là, sur YouTube, les plateformes de streaming, là, abonnez-vous à la chaîne. C'est important, là. Bon, ben, salut tout le monde, bienvenue dans le chaos organisé. Vincent est live de son bureau pour des raisons inexpliquées pour le moment. Donc, Et inexplicable. Inexplicable. Donc, on a eu des petits pépins techniques. Là. Il est obligé de défoncer un mur pour passer un film. En tout cas, bref. Mais depuis la dernière fois que tu as fait ça de ton bureau, on voit que tes bibliothèques évoluent. Oui, ça se rapproche du plafond tranquillement, pas vite. Oui, c'est ça. Ben écoute, j'ai un budget pour installer des étagères. C'est juste qu'avec l'arrivée du deuxième enfant, j'ai pas eu le temps d'acheter des bibliothèques qui sont plus hautes pour stocker le reste. Mais ça s'en vient, là. Tous les murs devraient être occupés. Ah oui, absolument. Mais en tout cas, au moins, tu prends ton... Au moins, ça confirme une chose, hein, Vincent. À mettre des enfants sur Terre comme ça, ça paraît que tu ne penses pas à protéger le climat. Puis, non. En plus, il y a des livres avec des pages de papier. Toi. Ben oui. Ben écoute, ouais, je voudrais juste souligner à tous mes amis écologistes, parce qu'il va y en avoir beaucoup ici qui écoutent ce qu'on fait, qu'en demandant du papier, j'encourage la reproduction des forêts. Parce que j'envoie un signal que c'est une bonne idée de planter des arbres pour faire des profits. Puis si tu penses qu'il y a des forêts où est-ce que les gens font juste faire de la coupe à blanc inutilement, ça, c'est parce que tu n'as pas privatisé les forêts comme il faut. Puis que tu as fait des systèmes de biens publics, à accès public, et que tu n'as pas privatisé la ressource de telle sorte à ce qu'elle soit accessible pour justement, avec une fonction de profit imbriquée dedans. Donc, si tu es vraiment un écologiste, tu devrais vouloir privatiser la forêt pour m'encourager à consommer davantage de livres. Hey, j'ai vu un reportage à la Semaine verte à un moment donné. Demande-moi pas pourquoi. T'as pas encore la Semaine verte. Ben, c'était la suite du reportage des cochons suédois. Là. Après ça, c'était un reportage sur... Crime, j'écoute la Semaine verte une fois dans l'année, puis Crime, ça me donne du stock pour le trio économique. C'est malade. deux épisodes différents. Mais je pense que c'était-tu Boralex ou une entreprise de genre-là. En tout cas, ils montraient vraiment la production de pâte et papier. Qu'il y a full résidus, évidemment. Là, il y a toutes sortes de résidus à la fin de ça qui recyclent maintenant en s'en servant d'engrais dans les forêts autour de l'usine de replantation. Puis c'est cool, ça. Ils montraient vraiment comment ils avaient réussi à avoir plus de croissance rapide au niveau des arbres. Parce que c'est ultra payant pour une usine de pâte et papier d'avoir sa ressource première juste à côté de l'usine. Là. Il y a beaucoup moins de transport, et ainsi de suite. Fait que le but, c'est d'avoir une sorte d'arbre qui pousse le plus vite possible. Fait qu'il y a un peu de manipulation génétique, évidemment. Mais en plus de ça, d'être capable de se servir des résidus de pâte pour fertilisant, si on veut. C'est vraiment quand même le fun que tu regardais toute la technique qu'il y avait. Puis tu voyais, c'est vraiment un type laboratoire autour de l'usine, là, dans le sens que il avait tenté des choses qui avaient moins bien fonctionné, d'autres choses qui avaient bien fonctionné. C'est un peu de la chimie-biologie, fait qu'il y a beaucoup d'essais-erreurs, veut pas là-dedans. Mais quand ils trouvent une recette qui marche bien, mais ils ont tendance à la reproduire assez rapidement après. Tu voyais l'efficacité puis les gains de productivité qui étaient faits, puis tu te dis, écoute, c'est vraiment cool, là. Comment les entreprises pensent par elles-mêmes à faire du recyclage de ce type-là. Là. C'est quand même quelque chose d'intelligent. Puis c'est là que tu vois vraiment que la clé du succès, premièrement, est dans l'ingénierie puis la science. Ça, c'est définitif. Mais qu'est-ce qui motive l'ingénierie puis la science? L'innovation. Qu'est-ce qui est le grand motivateur derrière ça? C'est pas les politiciens, malheureusement. C'est les signes de dollars. Là. C'est assez évident. Ouais, ben c'est... vas-y, Frank. Non, mais j'allais dire, moi, c'est souvent une espèce d'opposition qui me tombe vraiment sur les nerfs là, quand on parle d'environnement et d'écologie. Là, c'est tout un peu présenté comme si... économie versus environnement, là. Ouais, économie versus environnement. Puis c'est surtout genre... ben si dans le fond, tu es un écologiste puis qui pense au bien commun, ben toi, dans le fond, tu te soucies de la planète, tu as à cœur l'environnement, puis tu fais attention. Et si t'es pas comme ça, c'est que tu brûles des pneus, c'est que tu lances tes canettes par la fenêtre quand tu conduis ta voiture, c'est que tu es comme
mais genre, qui prône ça? Tu sais, les anti-environnement, anti-climat, tu sais, qui prônent la pollution. Là. Genre, qui... est-ce qu'on peut m'en nommer un seul? Genre, j'en connais pas, moi. Genre, des gens qui sont comme, il faut vraiment... Moi, je pense qu'il faut polluer. Il faut saloper la terre. Sérieux, ça existe pas. C'est juste qu'on... C'est les toufs et les polluards, man. Ça existe. C'est comme dire que les gens qui sont plus libéraux, qui sont plus de droite, pour simplifier, c'est qu'eux, dans le fond, ils méprisent les pauvres, puis ils trouvent ça cool, les autres, qu'il y ait de la pauvreté. Là, mais en fait, c'est juste qu'on ne s'entend pas sur quels sont les moyens pour régler ces problèmes-là, si problème il y a. Hey, mais tu l'as dit, Yann. En fait, premièrement, attends une minute. Mais avez-vous écouté ça, vous autres, les toufs, les polluards, quand vous étiez jeunes? Non, ça me dit rien. Voyons, vous êtes sérieux? Non, moi, j'ai grandi avec la télé anglaise. Hey, écoute, sérieusement, là, faut que vous trouviez des vidéos YouTube de ça, là. C'était malade, là. Je veux dire... C'est aussi bon que quand Pascal a fait le chat. Non, mais tu sais, quand t'écoutes ça, t'es... Tabarnouche, Frank, ça me fait mal à la tête, ça. Frank, tu me fais mal, là. Ça me fait mal, ce que tu viens de dire. Je suis vraiment perturbé. Je sais à quoi tu fais référence. Ouais. C'est très perturbant. Ouais, je pense que tout le monde, à part peut-être ceux qui nous écoutent d'outre-mer, savent de quoi on parle. C'est pas le temps, là. OK. Non, mais cette émission-là, c'était genre, ça passait quand j'en revenais, je pense le samedi matin ou peut-être l'après-midi en revenant à l'école, tout ça, puis t'es TQ, t'écoutais ça, tu vois rien aller quand t'es TQ. Je suis retombé sur un épisode un moment donné quand j'étais vraiment plus vieux puis que je comprenais un peu la game d'endoctrinement qu'on faisait avec nos jeunes. Puis tu réécoutes ça, les toufs et les polluards. Tu fais « My God, ça n'a pas de bon sens de dire des affaires comme ça aux enfants. » Comme s'il y avait vraiment du monde qui voulait polluer volontairement. C'était de l'endoctrinement de A à Z, cette émission-là. Mais tu te rends pas compte de ça quand t'es TQ, mais aujourd'hui, écoute, c'est l'enfer. Faites des recherches, là, vous allez trouver ça vraiment cool. Ben écoute, quand tu parlais tantôt, Frank, ce qui m'est venu en tête, c'est Pierre Desrochers. Pour ceux qui ne savent pas c'est qui, c'est un géographe de l'Université de Toronto. Puis Pierre Desrochers, son talk classique, c'est comme « Pourquoi la main visible a un pouce vert? » Puis un des points qu'il fait, c'est... puis c'est vraiment baveux à l'égard des gens de gauche et qui prend une quote de Karl Marx. Et Karl Marx dit que le capitaliste est par définition un environnementaliste, du moins en ce qui concerne les déchets, parce que quand tu jettes quelque chose, tu n'exploites pas la totale de la plus-value de la ressource ou du capital en soi. Donc, le capitaliste a une course infernale à mieux utiliser la ressource possible. Là, c'est sûr que c'est un peu... je voulais partager des roches. Je me suis trompé de page à partager. OK. Fait que pour ceux qui sont dans le podcast, Frank vient de nous partager Pascaro qui fait qui fait le chat. C'est ça. Fait que, Pierre Desrochers, un excellent géographe, mais lui, le point qu'il fait, c'est que quand tu regardes même en histoire économique, tu regardes l'Angleterre pendant la Révolution industrielle, des déchets, c'était des ressources que les compagnies devaient ajouter à nouveau, ou c'était des sous-produits qui pouvaient avoir une valeur en soi. Donc, par exemple, le goudron, aujourd'hui, pas le goudron, l'asphalte. L'asphalte est un sous-produit, si je me souviens bien, de la consomption du charbon ou du pétrole, j'oublie lequel. Mais au final, c'est un déchet qui a été transformé. Le plywood, c'est un déchet qui est transformé à partir de la coupe du bois en soi. Quand la scie, imagine les scies qui faisaient 2 ou 3 pouces de large, bien, tout ça, c'était de la brindille. Si tu es capable de les compacter ensemble, bien, tu réduis, tu crées de la valeur à partir du déchet. Donc, c'est naturel pour un capitaliste de vouloir éliminer ses déchets, surtout s'il peut approprier les bénéfices de transformer ce déchet-là en un trésor. C'est-à-dire que si tu dis, non seulement avec deux parties, c'est que soit tu fais en sorte que les dommages que mes déchets peuvent causer sur une autre personne, l'autre personne peut me poursuivre pour les dommages que je fais à sa propriété, mais aussi qu'il y a un régime de droit de propriété qui me permet de faire profit, de convertir un déchet en un sous-produit ou un byproduct, comme on dit en anglais. Puis tu regardes la liste des produits industriels qu'on a aujourd'hui, la plupart, c'est des formes de recyclage.
du genre, ben écoute, on peut s'en servir pour faire de l'alcool. Par exemple, c'est juste les animaux avant, on jetait des grandes portions de l'animal jusqu'à ce que, par exemple, les meat packers à Chicago. Maintenant, on fait des saucisses. Ben écoute, tu peux faire de la colle avec les os des vaches. Les meat packers, en fait, quand tu regardes l'histoire des meat packers à Chicago, ils ont inventé comme un paquet de trucs qui ont l'air anodins aujourd'hui, notamment la colle, des sous-produits du cuir, mais aussi le lard, plein de trucs qui utilisaient toutes les parties de l'animal, de telle sorte que non seulement les agriculteurs avaient un prix plus élevé pour leurs vaches, mais le prix de la viande en soi baissait pendant cette époque-là. L'idée qu'il y a des gens qui sont là, ah oui, je vais juste polluer, puis ça me fait plaisir de polluer. Non, c'est que si les gens polluent puis qu'ils jettent leurs déchets, c'est parce que soit que ceux qui vont souffrir des dommages à leur propriété ne peuvent pas poursuivre, ou que tu as créé un système de droit de propriété tellement merdique que la personne, même si elle voit des choses à faire avec cette ressource-là, elle ne veut pas les utiliser parce que ça n'en vaut pas la peine, ou parce qu'elle va se faire saisir par le gouvernement, ou parce que son droit de contrat ne va pas être respecté, ou qu'elle ne pourra pas faire un profit suffisant là-dessus parce qu'il n'y a pas des droits de propriété élevés, ou parce que tu taxes trop, ou peu importe. L'idée que tu as des gens qui polluent parce que ça leur fait plaisir, ou qu'il y a un conflit entre économie et environnement, il faut vraiment que tu sois un député de Tachereau pour croire des niaiseries de même. Ah, moi, en plus, quel autre des 124 députés. Ben, il fallait juste écouter beaucoup Touf Touf et les pollueurs. Pendant que tu parlais, j'écoutais un peu l'intro de l'émission dans le temps. Je vous l'ai envoyé en lien. C'est ça. C'est exactement ça. Es-tu vraiment envie de regarder ça? Ouais, regardez-les. Vous allez voir, ça va être magnifique. Mais je le mettrai pas à l'écran d'un coup qu'on se fait flaguer pour des shit d'auteur. Wow, on l'essayera. C'est pas grave. On va l'essayer. OK, je vais l'essayer. Pour le profit des gens. Je vais l'ouvrir dans un autre onglet dans ce temps-là. Mais, mon Dieu, ça a l'air assez particulier, merci. Juste le nom, by the way, est tellement ridicule. Ben, en anglais, c'était Stop the Smuggies. Non, mais c'est comme si on avait une série de télé qui s'appelait Éric Duhem et les communistes. Ça serait bon. C'est le genre d'affaire. Puis c'est comme la CAQ, c'est des communistes. Bon, OK, on teste ça, vous me direz si vous entendez. Ceux qui font des satellites d'un côté, ceux qui font des satellites, c'est la saleté qui doit régner partout. On passe notre temps à polluer, ça nous amuse comme des fous. Mais nous ne serons satisfaits que quand tout sera détruit, ce qui restera après c'est bien le dernier de nos soucis. À l'autre côté, ceux qui aiment la beauté, à l'autre côté, ceux qui aiment la beauté, car pour nous la beauté doit passer avant tout, elle doit toujours durer. Bon, ça faisait mal. On va quand même faire attention aux auditeurs. Là. Ils ne seront pas satisfaits tant que tout ne sera pas détruit. Ouais. Ah non, mais je connais ça. Le nom me disait rien, mais quand j'ai vu la vidéo et qu'il se barre les pieds dans la corde, là j'ai dit OK, c'est bon. C'est avec ça qu'on a créé Québec solidaire. Ouais, c'est ça, c'est leur culture politique qui origine de là. Mais tu sais, mais sérieusement, si mettons on faisait un show, okay, juste pour voir un peu la dichotomie, parce que quand je faisais mon commentaire tantôt, il y avait un mini sarcasme. Là. Mais mettons qu'on faisait ça vraiment. Je ne sais pas ce serait quoi l'équivalent, mais de droite, ça serait comme. Tu veux dire ça serait quoi un équivalent, tu sais, capitaliste de ça? Ça serait comme les bourgeois bobos du plateau versus les gentils entrepreneurs John Galt. Puis là, tu vois pareil qu'au niveau artistique, on s'est toujours fait baiser pas mal. Tu pense à Picsou, ce style d'émission-là. Là. Écoute, moi, je vais faire une défense de... Sérieusement, Picsou, j'ai jamais compris pourquoi. Le gars, dans plein d'épisodes, il explique pourquoi l'inflation, c'est mal. Puis il dit que c'est le... Il dit que non, mais à un moment donné, quand il y a avec Picsou et les enfants, tu as un épisode où est-ce que les enfants disent qu'est-ce qu'on pourrait avoir si on pouvait imprimer plus d'argent? Puis Picsou, il explique que la valeur de l'argent dépend
C'est vrai, t'as La raison. quantité d'argent dépend de la rareté de cet argent-là. Puis ce qui crée ta richesse, c'est ce que. Il dit vraiment ça, ce qui crée ta richesse, c'est qu'est-ce que tu produis pour les autres. Et là, c'est comme, what? Il dit ça là-dedans. Puis Picsou, il épargne. Il vole pas. C'est pas un voleur. Il fait juste nager dans son argent un peu d'une manière louche. Faut aussi souligner que j'ai jamais compris comment tu plonges dans une mer de quelque chose qui est absolument solide. Ouais, ça, c'est plus rough un peu. Là. Il s'est jamais pété les dents. Non, jamais. Mais il y en a un point pareil avec l'histoire. C'est probablement plus proche d'un héros que d'un vilain. C'est quelqu'un qui ne vole pas aux gens, qui produit quelque chose, qui a travaillé fort, qui a épargné, puis qui dépense pas. Monsieur Burns. Monsieur Burns. Mais tu sais, l'image, on va se le dire, là, les images culturelles, ça laisse quand même des stigmates, entre guillemets, très forts. Tu sais, au Québec, la vision de l'argent, là, ça a longtemps été ça. Là. Oui. Séraphin Poudria, là, ça, c'était Poudrier. En gros, si t'aimes ça, avoir un certain rythme de vie, puis si t'aimes ça, dans le fond, de dépasser, puis générer des profits. Donaldo, le plancher, il est sale. Ça, c'est que t'es un genre de Séraphin, c'est que t'es un... puis, honnêtement, la culture là-dedans a quelque chose d'important à jouer parce que ça laisse quand même, dans le Loup de Wall Street, c'est un peu la même affaire. Là, c'est des images comme ça qui peuvent marquer, puis ça laisse une espèce d'impression. Oui, d'ailleurs, il faudrait juste souligner que le Loup de Wall Street, il n'était pas sur Wall Street. Hein. Le gars qui attaque, il était à Newark, au New Jersey. Non, je vais juste dire ça de même. Juste pour que les gens sachent, il y en a des gens qui ne savent pas c'est quoi Newark, au New Jersey, puis c'est normal. Ouais. C'est une ville dans laquelle tu ne voudrais jamais aller. Fait que quand ils disent le Loup de Wall Street, juste dans le nom, ils ont pris une liberté incroyable. L'histoire n'est même pas proche d'être ça. Je veux te dire pire que ça sur cette histoire-là. Le producteur de ce film-là, c'est un des fraudeurs les pires au monde. C'est capoté. C'est qui le gars qui a financé ce livre-là, écoute, c'est un Indonésien, je ne me rappelle pas exactement, là, mais en tout cas, c'est un gars, c'était... J'ai lu le livre quand même, j'ai des blancs de mémoire, là, mais c'est pas un bout. Mais Jordan Belfort. Non, pas lui. Ça, c'est le personnage. Mais le gars qui a financé le film du Loup. Un peu, là. Le gars qui a tout financé. C'est un film de Scorsese, mais le gars qui a financé le film. Le gars qui a financé ça, en tout cas, il vivait une vie de bachelor. Je vais essayer de trouver le livre là, que je vous parle. Je l'ai dans mon Goodreads. Je vais vous laisser jaser un peu. Ouais, mais c'est ça, là. Faudrait voir exactement c'est qui, celle-là. Là. Mais pendant que, là, quand Yann disait ça, il y a aussi une chose qui m'est popée dans la tête, puis ça fit un peu aussi avec ce que tu disais, Frank. Mais il y en a eu une culture, quand même, de trucs assez... qui encouragent pas nécessairement des idées libertariennes, mais des valeurs qui sont le travail, l'indépendance, le respect d'autrui, que la valeur se produit dans l'échange avec l'autre personne. Puis il y en a plein des histoires comme ça, mais il y en a souvent qui sont récupérées par la gauche pour leurs avantages. Le meilleur exemple, c'est Robin Desbois. Écoute, on s'en va exactement à la même place. Robin Desbois, à la fin... Ils ont retenu juste le bout qu'il fait leur affaire. Là. Oui, ils volent aux riches pour donner aux pauvres, mais on oublie que... Vraiment, en fait, ceux qui ont vu la version Disney où est-ce que c'est un lion, je pense, qui joue le roi, puis il est là, « Taxes! Beautiful, beautiful taxes! » Puis ça, c'est le méchant dans l'histoire, qui est celui qui taxe, mais il taxe pour donner aux barons, aux privilégiés du pouvoir, puis Robin Desbois, c'est celui qui reprend l'argent des taxes pour redonner à ceux qui se sont fait voler par le roi. Je m'excuse, mais dans toutes les histoires les plus... tous les trucs culturels que tu pourras avoir le plus proche des idées libérales. Robin Desbois, c'est la plus proche des choses. C'est le pouvoir est fondamentalement abusif de la petite personne. Et il y a des gens qui, en étant subversifs, protègent la petite personne des abus du pouvoir. Je m'excuse, mais j'ai jamais vu un truc aussi libertarien que ça. Dickens, Christmas Carol, même histoire, très similaire. À la fin, premièrement... il y a un passage dans le livre et dans le film que les gens oublient, mais quand tu as les deux amis qui viennent voir Scrooge pour demander de l'argent
à la veille de Noël. Ça, c'est avant que les trois fantômes viennent visiter Scrooge. Il dit, est-ce qu'il n'y a pas le Poor House, le Alms House? Do we not have poor laws? Ben, ceux qui ont un peu une connaissance historique de la Grande-Bretagne, les poor laws, c'était les lois dans lesquelles l'État se donnait la job de faire de la charité pour les pauvres, mais d'une manière vraiment cruelle, parce que l'idée, c'était qu'il ne fallait pas que les pauvres restent dépendants longtemps, mais on allait leur faire travailler inutilement. On allait leur empêcher d'avoir des cadeaux à Noël. Tout devait être déplaisant dans la chose pour pas qu'ils consomment trop, mais le point que certaines personnes ont souligné, c'est que l'effet que ça a eu, c'est qu'il y a des gens qui se sont dit, ben pourquoi je devrais donner à des... Je ne pense pas qu'empiriquement, ça se tient, mais le point fondamental est le suivant, c'est que si l'État le fait, pourquoi j'aurais à le faire? Si l'État ne le fait pas, c'est maintenant ennemi de partager une partie de ma richesse pour aider les plus démunis, ceux qui ont moins de chance. Maintenant, je ne sais pas de dire si empiriquement ça fonctionne ou non, si un État qui redistribue un peu réussit à faire mieux, mais Scrooge, ce n'est pas une histoire de manque de charité, c'est une histoire qui, à la fin, la personne trouve la vertu dans non seulement créer de la valeur pour les autres, mais aussi de redonner dans la mesure de ce que lui juge socialement désirable. C'est pas une leçon fondamentalement de gauche. Je pense pas que c'est une leçon de droite non plus, mais c'est une leçon qui est beaucoup plus arrimée aux idées libérales vaguement définies, comme quoi que tu dois chariter. Pas tu dois chariter, mais la charité est quelque chose qui est dans ton contrôle et que tu es vertueux de produire en aidant des gens, surtout si tu ne les vois pas, dans le sens que tu leur conserves leur dignité, mais aussi qu'eux ne te voient pas de telle sorte que tu conserves ta dignité. Comme ça, le lien a un certain anonymat où est-ce que tu protèges la dignité des deux parties, tant le donnant que le receveur. Donc, je ne comprends pas pourquoi la gauche souvent essaie de s'approprier des trucs qui ne sont pas fondamentalement idéologiques ou qui ne s'approprient pas du tout, en fait, qui ne s'approchent pas du tout d'être s'ils sont idéologiques, ils ne sont pas du tout de leur bord. Pas idéologique, ça serait le Christmas Carol de Dickens. Puis idéologique contre eux, ça serait Robin des Bois, qui est clairement l'histoire la plus free market que je connais de ma vie. Ouais, ça avec la petite maison dans la prairie, là, qui a été écrit par la mère de Rose Widerland, qui est une des trois fondatrices des libertariens américains. Là. Donc, c'est bien du monde l'ignore, cette histoire-là, mais ça reste quand même c'est un conte libertarien par excellence. J'ai retrouvé mon histoire, les gars. Je vais vous... Le Loup de Wall Street a été produit par, entre autres, Joe Lowe. Joe Lowe, qui est nommé, c'est vraiment le gars derrière le scandale de 1MDB. Ça s'est passé en Malaisie, cette affaire-là. C'est vraiment un fonds d'investissement qui a été créé, un genre de fonds souverain, si on veut. Puis le gars qui a fait ça, le livre où est-ce que j'ai tout pogné ces informations-là, que j'ai lu à l'époque, c'était Billion Dollar Whale. The Man Who Fooled Wall Street, Hollywood and the World. Fait que le gars, grosso modo, là, il a convaincu le premier ministre malaisien de créer un fonds d'investissement. Lui, après ça, il faisait la grosse vie et tout ça, mais c'était du gros détournement de fonds éventuellement. Puis, il a vécu la vie réellement là, hollywoodienne, top-notch. Il était chum avec tout le monde. Il était chum, justement, avec Leonardo DiCaprio. La gang du Loup de Wall Street, c'est lui qui a produit ce film-là, d'une certaine façon. Et c'est une fraude de 250 millions de dollars. Le premier ministre malaisien était obligé de démissionner de son poste à cause de ce scandale-là, le scandale 1MDB. Ça a été juste fait. Fait que tu sais, t'es là, tu dis le Loup de Wall Street, qui est un film culte en soi, d'une certaine façon, mais quand tu regardes le gars qui a produit ça en arrière, tu dis calme, ça n'a pas de bon sens quand tu y penses. Hein. Tout est fake. Et le gars, il avait un méga yacht, là, avec toutes sortes de vedettes qui ont passé là-dessus. Il faisait des méga parties. C'était... Sérieusement, c'est à quoi tu me fais penser quand tu dis ça? Mais ça, c'est à l'envers, ton exemple. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vu, là, le nom m'échappe pour une raison que j'ignore, mais celui avec Gordon Gekko des années 70. Puis c'était avec Charlie Sheen avant qu'il devienne complètement... qui se mette mon Dieu... non, mais tu peux pas... Je ne pas que j'ai un blanc de mémoire. Mais anyways, dans le film, il y a une scène où est-ce que Michael Douglas, qui joue Gordon Gekko, va
dans un meeting d'actionnaires. Puis il dénonce la compagnie. Je pense que le film, c'est juste Wall Street. C'est vraiment juste ça, Wall Street? Ouais. OK. C'est celui de Oliver Stone? Oui. 1987, ouais. C'est ça. Fait que là, Gordon Gekko, il est là, il dit « Greed is good. Greed channels and forces us to innovate. And it's greed for life, for love, for friendship, for money that drives up the human spirit. » Tu sais, c'est comme le discours est vraiment d'une beauté incroyable. C'est une clip là, légendaire. Mais Oliver Stone, tous ses films ont le même thème où est-ce qu'ils sont hyper anti-marché, hyper anti... Il y a une teinte facilement à gauche. Mais la clip est devenue la clip préférée pendant longtemps de gens free market parce que cette clip-là était vraiment hot, là. Puis le gars, il faisait une défense incroyable du capitalisme. Puis même dans le film, les gens étaient là. À la fin, je me souviens qu'il y avait ma blonde de l'époque, quand on l'a écouté ensemble. Elle dit, c'est quoi le problème avec le délit d'initié maintenant? Parce que le film tournait autour du délit d'initié comme étant une chose mauvaise. Et moi, j'avais jamais eu la conversation avec elle. Puis depuis quand je sortais avec elle, j'étais déjà pas mal convaincu que le délit d'initié, c'était pas du tout un problème. À moins que ce soit le pump and dump. Là. On pense qu'on avait déjà parlé dans un autre épisode. On avait déjà parlé de ça. Mais hormis le pump and dump, c'était bien correct. Puis elle, à la fin, elle dit, ben, ça a presque l'air d'une bonne chose. J'étais là, oui, effectivement. Je suis content qu'on ait eu cette conversation-là, puis que c'est Michael Douglas. Mais ton exemple, c'est comme la même chose, mais à l'envers. Là, tu as quelqu'un qui est vraiment un crotté, dans ton cas, qui est vraiment comme clairement quelqu'un de douteux, qui fait un discours contre ce qu'il a fait. Puis d'autre part, tu as quelqu'un qui voulait faire un discours contre le marché. Finalement, il en a fait un pour. Oui, puis Belford, qui est le vrai loup de Wall Street, il est quand même très présent dans les médias économiques, là, les Business Insider. Ben, pas Business Insider, mais Yahoo Finance, on va le voir souvent. Il écrit des affaires. Il a écrit, mais il est très présent aussi à TV. Il passe comme une tonne de briques à la TV, ce qui est quand même pas surprenant parce que le gars était tout qu'un vendeur pareil. Là. Mais tu sais, c'est un vrai de vrai peddler. Mais tu vois vraiment, là, Star, il est comme clean, il est comme pro-libre marché, mais tu sais, des fois, j'écoutais ses clips de lui. C'était toujours spectaculaire, ses clips, mais c'était souvent n'importe quoi, honnêtement, côté financier. Mais il prend beaucoup de place dans les médias. Là. Il y a vraiment une aura autour de ce gars-là, c'est l'enfer. Là. Mais, ouais. Frank, il parlait de... Voyons, de... Oui. Rose Water Lane. Ben, la mère de ça. Ça, c'est le livre qu'elle a fondé, The Discovery of Freedom. Mais le sous-titre, c'est Man's Struggle Against Authority. Je veux dire, t'écoutes Little House on the Prairies, puis tu te dis c'est la mère de cette fille-là. C'est la fille de cette dame-là qui a fait Little House on the Prairie. Puis pour ceux qui ne savent pas, il y a un autre petit bout d'histoire. Je pense que le executive producer de Little House on the Prairie, c'est Roger McBride. Je pense que c'est Roger McBride. Deuxième candidat à la présidence du Parti libertarien des États-Unis en 1976. I shit you not. Ouais, ça me surprendrait pas que ce soit ça, ouais. Puis non seulement ça, mais c'est le seul gars aussi qui a, parce que lui était le collège électoral américain, tu peux te faire élire comme un délégué d'un État pour voter. Lui avait été un délégué pour Nixon, mais en secret, il avait décidé qu'il allait caster son ballot en 72 pour John Osper, qui était le candidat libertarien à ce moment-là. Et le seul vote à cette élection-là qui n'allait ni à Nixon, ni au candidat démocrate George McGovern, c'était pour John Osper. C'était casted by Roger McBride, qui était le executive producer de Little House on the Prairies. Et ça, les grands électeurs, c'est rare qu'ils... qui attire des libertariens, là. C'est rare que les grands électeurs, ils font pas le vote qu'ils sont censés faire. Fait que ça devait même être une des probablement des dernières fois, si je me trompe pas. Non, il y en a encore. Il y en a de temps en temps. Le gars a eu à se cacher, en fait. Il y a eu... il y a le magazine Reason, qui est le magazine des libertariens aux États-Unis. Je pense à un moment donné, il racontait l'histoire de comment McBride, c'était... Je ne suis pas sûr si c'est McBride son nom, mais c'est le candidat présidentiel en 1976 pour les libertariens. Parce qu'à l'élection d'avant, le fait qu'il avait donné son ballot, le seul ballot
aussi. D'ailleurs, ils ont enlevé une chose aussi aux gens de gauche et aux gens de droite, parce que les libertariens, cette année-là, avaient comme candidate vice-présidentielle une femme. Fait que c'est Roger McBride. Roger McBride, OK, good. Ouais. Je suis content que j'avais le nom correct. Le premier vote au collège électoral donné pour une femme aux États-Unis a été donné aux libertariens. Fait que c'est comme un petit. Ça a été supprimé de l'histoire. Oh oui, c'est comme le petit FU des libertariens à tous les gens qui vont dire Kamala Harris is the first vice president. Yes, but she's not the first woman to receive an electoral vote for vice Pauline president. Marois est la première ministre du Canada. Non, c'est Kim Campbell. Ça, c'est cruel. Ça, c'est cruel. Tu sais, quand tu dis... écoute, comme Jean Chrétien avait dit de Kim Campbell, elle a la meilleure job d'été qu'on a jamais entendu. Il y avait des bons mots d'esprit, pareil. Dans le temps. Là. On l'aime ou on l'aime pas. Le gars, il avait la phrase assassine. Là. Oh, elle est assez efficace, pareil. Ah non, mais c'est incroyable, pareil, comment ces trucs culturels-là restent puis façonnent des images qui restent pour des décennies et des décennies. Des fois que là, tu penses à ça, puis tu t'imagines après, tu te dis, bon, OK, le gars qui aime le cash, là, c'est lui. Là. C'est lui que je vois, c'est le crosseur du village. Là, tu te dis, mais c'est pas drôle, pareil, d'être resté fixé sur des clichés. Des clichés pareils. C'est un peu comme la personne qui pense que, je sais pas, moi, quelqu'un de droite, c'est Alex Jones. Puis de l'autre bord, celui de droite pense que quelqu'un de gauche, c'est Michael Moore. Tu comprends? Pour moi, c'est la même chose. Là. C'est des clichés, ces gens-là. Là. C'est carrément des clichés. Là. C'est parce que Michael Moore pèse aussi lourd à gauche que moi, je pèse à droite. Oui, c'était une joke de gros. Mais c'est vrai ce que tu dis, pareil, parce que Séraphin Poudrier, là, hey, ça date, là, c'est des décennies que ça a été fait, cette série-là. Puis on le sent dans la façon que les Québécois deal avec l'argent, cette série-là. C'est encore une expression, Yann. Ah, lui, il est Séraphin. Ah, moi, j'ai une drôle de question. Puis là, c'est vraiment un historien économique qui pose ça. Est-ce que Séraphin Poudrier est devenu une image culturelle puis qui a changé notre culture, ou est-ce qu'on a eu l'image de Séraphin Poudrier parce qu'on avait déjà ce trait caractéristique-là? Ouais, moi, je pense que c'est ça. C'est un reflet, en fait. Parce que, tu sais, l'argument des Québécois nés pour un petit pain, là, ça dure depuis le début du 19e siècle, tant chez les anglophones qui regardaient les francophones, mais aussi c'est plusieurs francophones qui décrivaient les Canadiens français comme soit des lâches ou des gens qui étaient des petits esprits, qui n'étaient pas qui étaient fermés, qui étaient sur leur petit groupe ou même leur petite famille immédiate. Il y en a plusieurs des clichés comme ça. Fait que je me demande à quel point est-ce que Séraphin Poudrier n'est pas la représentation de quelque chose qui était déjà là, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui a affecté notre représentation de qu'est-ce qu'on est comme société ou comme collectif. Mais comment on fait pour changer ces choses-là? Tu sais, mettons qu'on revient un peu à Ayn Rand puis à Atlas Shrugged. Tu sais, on lit la plupart des libertariens ont lu le livre, même des non-libertariens. Tu sais, je me suis jamais vraiment considéré libertarien, puis j'ai apprécié ce livre-là énormément. Mais tu sais, on a sur Google Play les 3 films qui ont été faits. Tu sais, tu vois que c'est low budget. C'est vraiment pas bon, là. Ouais. J'essaie de le... Tu sais, ma blonde ne voulait pas lire le livre, évidemment. Je disais, je vais louer les films. Tu sais, peut-être qu'elle va... Écoute, elle s'est endormie, ces 3. Puis les 3 films changent d'acteur à chaque fois, tu sais. Fait que juste de suivre le film... pas vraiment. Ouais, exactement. Là, t'es là, tu te dis, crime, ça pouvait pas être plus small budget que ça, puis vraiment manqué. Quand même un bon flop. T'es là, tu te dis, pourquoi on n'est jamais capable de faire d'affaires de même dans notre bar, tu sais? Je sais qu'on n'a pas le côté artistique super développé, on n'a pas le financement non plus, mais c'est dur de casser des idées culturelles comme ça si t'as pas, justement, les moyens artistiques puis culturels de le faire. C'est facile d'implanter des idées un peu comme Touf, un peu comme Séraphin Poudrier, des affaires de même, je pense, dans la population, parce que ces séries-là, ces films-là, il y en a tout le temps dans le temps. Il y a toujours quelque chose qui vient manipuler un peu la vision. Puis surtout, c'est souvent dirigé vers les enfants, on va se le dire aussi. Ben, ça, c'est une discussion, Vincent et Yann, que j'ai eue quelques fois avec Michel Kelly-Gagnon. Mais lui, il pense que une des manières de faire avancer les idées qui nous sont plus familières, plus proches, c'est d'investir davantage la culture. C'est pour ça que lui,
il publie un genre de roman, un essai humoristique. C'est pour ça aussi que aider à certains artistes européens à produire de la musique qui valorisait les idées de liberté, ce genre de choses-là, parce que lui, il pense vraiment, puis je pense qu'il a raison là-dessus, que malheureusement, les gens qui ont un peu nos idées ont délaissé les arts, délaissé un peu la culture, parce que je pense que si ils se sentent... Je sais pas trop comment l'expliquer là, clairement, mais tu vois que le milieu culturel, il est un petit peu, tu sais, c'est un milieu où il y a beaucoup de gens qui penchent plus d'un certain côté, puis où tu n'es pas nécessairement le bienvenu. Tu sais, on le voit, mettons, au cinéma, t'en as tu sais, mettons, aux États-Unis, t'en as des acteurs là, connus qui c'est genre vraiment des Republicans. Là. Tu sais, je pense à, mettons, à Stallone. Là. Stallone, c'est carrément un Republican. Tous les films qu'il fait, c'est des thématiques. Tu sais, j'ai écouté le dernier Rambo, là. Ben, Chris, c'est une histoire de gars qui s'en va ramasser une fille qui s'est fait ramasser par un gang mexicain. Il se promène en Ford F-150 tout le long. Tu sais, on voit que le genre... Mais on le connaît. Clint Eastwood, il est pas mal tout seul aussi, mais tu sais, ça existe, mais c'est plus marginal. Puis je pense que il y a un côté, on se le cachera pas, il y a un côté aussi chez un certain populisme de droite que je dirais qui a tendance à dire, l'art, c'est un truc de gauchiste. Tout ça, c'est des trucs de gauche. Fait que moi, puis en même temps, il y a une domination totale au niveau de la radio parlée. Puis c'est pas juste au Québec, là, c'est partout dans le monde un peu. La radio de droite est vraiment populaire. Puis l'autre affaire aussi, juste avant que t'enchaînes, Vincent, moi, l'autre affaire, c'est que peut-être aussi qu'une partie d'explication de ça, c'est que moi, personnellement, je suis un peu de l'avis de Vincent que la politique a envahi trop d'espace de la vie. Que, tu sais, moi, mettons, si moi, je faisais de la musique professionnellement ou si je faisais de la peinture ou peu importe, là, je voudrais la faire apolitique parce que ça m'emmerde. Tu sais, je veux dire, moi, j'écris... Ça m'emmerde, moi, les artistes. Là, c'est bon. J'ai une anecdote par rapport à ça. Tu sais, avec le réseau Liberté Québec, à l'époque, on cherchait des gens, justement, qui pourraient supporter un peu la cause puis tout ça. Puis évidemment, un des artistes de l'heure à l'époque, dans la région de Québec surtout, parce qu'il n'a jamais été capable de percer énormément à Montréal, c'était Bob Bissonnette. Puis Bob était populaire pour de vrai, exactement avec le crowd de Radio X, exactement avec le crowd jeune homme, 25 à 54. C'était son crowd. C'était-tu le gars de... Mais tu tapes sur ma palette, là. OK, non, c'est pas ça que j'avais en tête. Je pensais au groupe de musique. As-tu vu comment tu es Montréalais? Je veux dire, pour un gars de Québec, pas connaître Bob Bissonnette, c'est un sacrilège. Là. Mais pour quelqu'un de Montréal, c'est normal. Je savais même pas que Québec existait. Mais pourtant, il a joué quand même. Tu sais, je veux dire, des fois, j'écoute des games des Canadiens puis ils passent des tunes de Bob Bissonnette. Mais c'est récent, ça. Ouais. C'est récent, ces affaires-là. Parce que c'était, je me rappelle du temps qu'il était vivant, évidemment, là, c'était beaucoup plus difficile à aller. Puis je sais qu'il préparait peut-être quelque chose. Il voulait faire un stunt dans le stade olympique à un moment donné ou quelque chose comme ça. Parce que justement, il était tout le temps regardé de haut, mais tu regardais les vidéos YouTube, il y avait des centaines de milliers de personnes qui checkaient ses chansons, ils vendaient des disques. Pour le Québec, c'est gros, 100 000 personnes. Là. Ouais, puis il était tout le temps ignoré. Puis moi, je trouvais sur ce qu'il faisait, sérieusement, c'est vraiment du bon stock, des thématiques de hockey et tout ça. Puis, fait que, un moment donné, j'ai dit, crème, je vais m'essayer avec, tu sais, peut-être qu'il y aurait moyen de se faire une toune. Je savais qu'il penchait peut-être un peu plus dans notre bar, tout ça. Puis, excuse Yann, là, mais Bob Bissonnette, la chanson Toune de bière, 3,7 millions de vues. Exact. La balade des malades, 2,3 millions de vues. Je te trouve écœurante, 1,1 million de... Hey, c'est énorme là, pour le Québec. Là. Écoute, c'est énorme. C'est pas Safia Nolin, là. C'est vraiment plus gros, là. Mais la moi, game, ça mord pas. J'y avais écrit, j'ai dit, écoute, j'avais présenté le projet du réseau, j'ai dit, ça te tenterait-tu, tout ça? Il avait été super smart, il m'avait répondu une bonne réponse. Il dit, écoute, je me tiens tellement loin de ça, je veux pas toucher à la politique. Il dit, j'ai tellement l'impression. Il dit, moi, je fais des tunes de bière, il dit des tunes de hockey, des choses comme ça. Je veux qu'il y ait du fun dans la place, puis tout. Tu sais, j'avais respecté au fond sa décision, puis il avait été vraiment sympathique de la manière qu'il m'avait répondu, puis tout ça. Mais c'est là que tu te rends compte, c'est là que j'avais réalisé vraiment, que c'est tough dans notre bar. Puis même, à un moment donné, j'avais convaincu un artiste de venir à un des shows du RLQ, puis de faire
1 heure ou 1 heure et quart d'humour, je pense, sur la scène pendant l'heure du dîner, je me trompe pas, tout ça. Denis Julien. Non. Puis, le gars a starté son premier 15 minutes avec son asti de bouteille d'eau en nous expliquant que c'était important de sauver la planète, je sais pas quoi. J'ai fait. Moi, j'étais dans le fond de la salle, j'ai fait « Ah ben, tabarnak! » Tu sais, genre, man, tu viens d'un rassemblement là, de droite politique puis tout ça, puis tu nous fais chier avec ta bien-pensance et tout ça. Tu sais, c'était vraiment du virtue signaling version 2012. Là. Ouais. Hey, j'étais là, j'ai dit, man, tu me fais-tu vraiment ce coup-là, là, pour vrai? Tu sais, ça avait pas été un grand succès, puis ça, c'était mon call, puis ça avait coûté de l'argent. Les maudits humoristes, c'est pas donné. Là. Ouais. Parce que la fin, c'est que pour te permettre, mettons si tu es un artiste, si tu veux percer, pour te permettre d'être politique, il faut que tu aies un assez gros crowd pour te permettre d'envoyer chier presque la moitié des gens. Là. Ouais. Parce que si tu veux faire comme John Bon Jovi, puis aller chanter pour Obama, puis dire que tout le monde qui sont républicains, c'est des malades mentaux, faut que lui, il a le cash, puis il a la crowd pour se permettre de le faire. Mais on l'écoute pareil, John. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est sa vie à lui. Mais moi, je me souviens, mettons, au Québec, quand il y a eu le début de band comme le... Tu sais, au départ, mettons, un groupe comme les Cowboys Fringants, c'était des chansons de brosse. Oui. Le Chac à hectare, le plombier avec la craque de fesses. Simon Big Wheel. Exact. Puis toutes mes... Moi, au Saguenay, tout le monde aimait ça, tout le monde écoutait ça. C'était des tunes de brosse, etc. Mais quand ça a commencé à devenir de l'espèce de musique de séparatistes revanchards, là, parce que maintenant, c'est carrément ça que c'est devenu. Là. Pas au début, là, aller jusqu'aux premières tunes. Apocalyptique, même un bout. Là. Oh ouais, puis maintenant, ça a viré avec la fin du monde. Là. Ils ont sorti un album genre en 2005 ou de quoi de même. Là, il y avait une tune avec un genre de battement de cœur, c'était comme le dernier humain sur Terre en train de mourir à cause de l'apocalypse climatique. Là. Et le plus, c'est que la tune est bonne, c'est ça qui est capoté. Là. Mais moi, c'est un peu là, maintenant. J'ai pas capoté, c'est des bons artistes, c'est juste le message est poche. Mais tu sais, écoute, tu dis ça, Frank, mais tu sais à quoi ça me fait penser? Il y a deux personnes qui me viennent en tête. Le premier, c'est Frank Zappa. Qui était, je veux dire, tu peux pas savoir s'il était clairement libertarien, mais il était toujours libertarian friendly. À un moment donné, quand les gens ils ont dit ben, pourquoi tu te présentes pas, il dit parce que je m'en calisse puis que j'ai rien à faire là-dedans. Un peu comme la version anglaise avec une coupe de fuck puis des choses comme ça qui apparaissaient dedans. Là. Ouais, comme le drummer de Rush. C'était un peu la même chose aussi. Puis l'autre personne qui me vient en tête, c'est Chris Pratt, l'acteur qui est hyper chrétien. Les gens ne connaissent pas ça, mais il est hyper croyant. Il va à l'église tous les dimanches. Puis tous les quelques mois ou quelques semaines sur Twitter, il y a du monde qui font des campagnes pour l'annuler parce qu'il ne veut pas participer à des affaires comme Get Out the Vote. Il ne veut juste pas dire ce qu'il pense politiquement. Fait qu'il se fait écœurer parce qu'il ne veut juste pas en parler. Je pense qu'il y a peut-être une partie du discours où est-ce que tu as des gens qui s'en foutent comme Zappa, que pour eux, ça n'a pas rapport avec mon expression artistique, dans le sens que tout ce qui est important pour moi, c'est de communiquer quelque chose qui est important, point barre. Puis ça peut avoir des éléments de gauche, ça peut avoir des éléments de droite, mais c'est pas parce que c'est politiquement que ça m'intéresse, c'est vraiment parce que j'essaie de dire quelque chose qui est important. OK, fine. L'autre possibilité, c'est que tu as des gens qui ont vraiment des opinions, puis qui savent que l'opinion médiane est contre eux, qu'eux sont clairement d'un côté de la médiane, puis qui sont des outliers. Puis non seulement ça, mais dès qu'ils ne sont pas à une certaine distance de l'opinion médiane, ils vont se faire crucifier, ils vont se faire attaquer. Mais c'est-tu une zone qui est trop bon public? Je m'explique, tu sais, je veux dire, Rise Against, Rage Against the Machine, Bon Jovi, comme tu disais. Je veux dire, on les entend. Tu sais, il y a une des tunes de Rise Against, une Christie de bonne tune, mais tu sais, je veux dire. Ben écoute, à 3 fois je l'écoute, je suis là, je dis, maudit que j'ai eu le message, mais la tune est bonne. Puis Christy, c'est quoi? Je l'écoute pareil. Deux affaires. Peut-être qu'il faudrait pondérer. Dans ta tête, tu regardes le nombre d'artistes, right? Mais est-ce qu'on regarderait le nombre d'artistes versus l'influence de ces artistes-là en termes de combien d'albums ils vendent ou combien de chansons, le nombre d'écoutes? Parce que je suis sûr que si on regarde les plus populaires, aux États-Unis, les plus populaires, c'est country. Country, généralement, c'est pas super... Ça, c'est pas gauchiste, ça. Ça, c'est pas gauchiste. Mais c'est pas droite non plus, là. C'est généralement... Il y a un petit côté plus religieux. Ben, c'est populaire, je dirais, moi. Mais c'est ça, mais si tu veux être populaire, là,
sais, la masse, tu prends le nombre d'artistes, tu vas avoir probablement un biais vers la gauche. Right? Mais si tu pondères chacune des observations par le poids qu'elles ont en termes de vente, d'écoute, je suis sûr que l'opinion média n'est pas si fort que ça. Parce que, justement, si tu veux parler à un grand nombre de gens, il faut quand même que tu sois assez éloigné des discours politiques. OK, tu vas avoir des Bruce Springsteen, tu vas avoir des John Bon Jovi, mais tu vas aussi avoir des Garth Brooks, j'allais dire Garth Turner, mais ça, c'est un ancien ministre que personne ne connaît. Non, mais t'en as plusieurs. Là, on vient de parler de Bon Jovi. Ben, même au sein de Bon Jovi, la raison pour laquelle ils se sont séparés à un moment donné, les membres entre eux autres, c'est que Bon Jovi, c'était un démocrate, puis Richie Blackmore, c'était un Republican. Ah, ça, c'est ça, je savais pas ça partout. Puis même chose au sein de Journey, qui est un autre gros band quand même qui a eu du succès. Ben, il y en a un qui est un démocrate, puis l'autre, en fait, c'est encore pire que ça. L'autre, il ne pouvait plus se sentir parce qu'il y en a un dans le band, il avait le même pasteur que Donald Trump. Donc, attends. T'es-tu en train de me dire que parce qu'ils allaient à la même église, l'autre voulait... Come on! Hey, c'est ridicule, là, la politisation de toutes les affaires. Oui, puis t'as plein de groupes comme ça. Là, un autre band qui a marqué les années 2000, System of a Down. Le chanteur Serge Tankian, lui, c'est un genre méga gauche, démocrate, etc. Puis l'autre, le drummer, j'oublie son nom, c'est un gars plus de droite qui veut rien. Puis lui, en fait, un moment donné, il a dit « Moi, je sac mon camp parce que je veux pas qu'on rentre la politique dans notre musique. » Et depuis ce temps-là, le band, bon, ils se sont mis un peu ensemble. C'est peut-être une autre hypothèse, parce que là, la première question que j'ai posée, c'est est-ce que ceux qui sont plus proches d'avoir les opinions que nous, on a, disons, veulent juste pas en parler parce qu'ils s'en foutent ou parce qu'ils sont plus financièrement ambitieux puis ils comprennent que, tu convaincs personne en faisant ça. Ça, c'est vrai. Parce que je veux pas être plate, là, mais écoute, c'est pas parce que Bruce Springsteen, vraiment, j'aime Bruce Springsteen. Je le cacherai pas. Mais c'est pas parce que lui, il me dit quelque chose que je suis comme Hey, mon opinion a changé. Quand Clint Eastwood est allé faire son speech pour Mitt Romney en 2012, moi, je suis un Clint fan. Je le cache même pas. Oui. Clint Eastwood, c'est une légende. Puis la meilleure quote qui a jamais été faite, c'est Jim Carrey qui l'avait dit quand il a donné le award pour Lifetime Achievement à Clint Eastwood. La raison pour laquelle dans tous les films western, Clint Eastwood n'avait pas de nom, c'est pour que tous les petits garçons aux États-Unis puissent mettre leur nom sur sa face. Puis c'était vrai. Moi, je regarde Clint Eastwood, je me dis, quand je regarde The Good, The Bad, The Ugly, je me dis, c'est ça que je veux être. Mais tu sais, c'est comme un idéal. Puis, mais des gens comme ça, tu sais, si Clint Eastwood me dit vote Mitt Romney, non, ça m'affecte même pas. Là. Non, c'est sûr, ça change on s'en fout. Zéro. C'est comme plus, on dirait, pour peut-être eux de se faire inviter à des affaires, d'avoir plus de gigs à des événements ou se mettre dans les médias. Ou peut-être parce qu'ils croient vraiment... le prix à payer pour Eminem, mettons, est moins grand que le prix à payer pour un artiste de droite. Mais tu sais, quand tu es assez gros, tu peux te permettre de faire des méga fuck you. Là, oui. Ça, par exemple, c'en est un. Le serpent, qu'est-ce que vous pensez qu'il représente? Là? Don't Tread on Me. Ouais, mais justement, il y a la chanson numéro 6 ou 5 de l'album s'appelle Don't Tread on Me sur cet album-là. Mais tu sais, c'est très On est la droite Metallica! Ouais, c'est pourquoi tu penses que j'ai pris cette référence-là? C'est justement pour troller ceux qui parlent de ça. Mais tu sais, je veux dire, la réalité, c'est que... Y a-t-il quelqu'un qui parle de quoi, là? Je m'excuse d'ouvrir une parenthèse. Mais... C'est une des attaques qu'on reçoit à l'occasion. Ça. Ouais, c'est qu'en fait, il y a des gens qui se C'est comme un gros compliment pour moi, la droite Metallica. Écoute, à moins que je manque quelque chose dans le contexte, si tu me dis la droite Metallica, la droite Roche, c'est comme pas Roche avec un O, mais Roche, le groupe. Ouais. Moi, tu t'arrêtes de me convaincre, là. Je m'excuse, mais... je suis vraiment intéressé de ce label-là. C'est peut-être même mieux que le nouveau Parti libéral du Québec. Ouais, mais tu sais, c'est comment je pourrais dire ça? Ça vient en général, ça, ces attaques-là de gens que moi, si j'étais peu généreux, je pourrais qualifier de droite bottine souriante. Tu vois un peu quel genre. Ben, tu sais, c'est les identitaires, là, les gens pour qui. Tu vois le genre de personnes, les gens qui sont comme vite, faut freiner l'immigration avant qu'on disparaisse, les Canadiens français.
eux, ils regardent ce que nous on dit, puis ils sont comme OK, moi, je pensais que c'est c'était... ça, Moi, c'est liberté, la OK. droite Metallica. Moi, je pensais que tu parlais d'un groupe comme de... C'était une critique qui venait de la gauche vers la droite. Puis j'étais là. OK, clairement, tu n'as aucune idée à quel point tu fais plaisir à bien du monde avec cette insulte-là. Mais si c'est à l'intérieur de la droite, OK, là, ça fait du sens que ça soit une sorte d'insulte qui soit pitchée entre eux. Mais je pense qu'il y a un terme, puis je pense que la gauche devrait l'utiliser pour certaines de ces personnes. La gauche jambon, puis la droite jambon. Ouais. Le terme Mais jambon devrait être utilisé plus fréquemment pour définir à quel point qu'est-ce que t'es jambon. J'ai une tourne pour toi, Vincent, t'écouteras ça. Vas-y. Aaron Lewis, Country Boy. La fin du lyrics, à peu près vers la fin. Now, two flags fly above my land that really sum up how I feel. One is the colors that fly high and proud, the red, white, and blue. The other one's got the rattlesnake with a simple statement made, don't tread on me, is what I says, and I'll take that to my grave. Bon, ben là, Yann, là, tu sais, à cause de toi, je vais avoir encore des commentaires en bas. Là. Hein, pourriez-vous mettre des sous-titres? Mais il y en a une toune que tu me fais penser en parlant de ça, c'est Paul Brandt, Alberta Bound, qui était, quand j'étais malheureusement impliqué en politique. C'est une époque qui remonte loin en arrière. Je pense même que j'avais des cheveux à l'époque encore. Ouais, t'en avais. C'était, pour ceux qui le savent, j'ai déjà eu des cheveux. Ça remonte dans une galaxie fort, fort lointaine, dans une époque, il y a très, très longtemps. Mais la toune qui était utilisée par tous les stagiaires conservateurs, parce que j'étais avec les conservateurs dans le temps, sur la colline, c'était Alberta Bound. Puis la toune dit à quel point c'est beau la liberté en Alberta, que l'espace de l'Alberta, c'est l'espace des libertés, que la géographie de l'Alberta, c'est la liberté. Puis je me souviens, on écoutait ça, puis même les stagiaires québécois aimaient la toune parce qu'il y avait vraiment un aspect comme un petit peu comme Yann vient de décrire avec la toune à la fin. J'ai oublié le nom du gars que tu viens de mentionner, mais t'avais la même mentalité. Mais pour revenir à... Country Boy. Country Boy. T'en as plus qu'on pense. Hein, quand depuis tantôt, il y en avait un nom qui me tournait dans la tête, mais j'arrivais pas à mettre le doigt dessus. C'est Alice Cooper. Alice Cooper est un nom. Ben oui. Il y en a plusieurs. Il n'y en a pas en français. Il y en a en anglais, mais il n'y en a pas en français. Moi, j'ai fait écouter Alice Cooper à ma blonde. Ma blonde était là. Hey, c'est bien bon. J'ai fait écouter 18, qui est vraiment la meilleure des tunes qu'il a faites. Mais pour revenir à ce qu'on disait, pourquoi est-ce que ça ne passe pas? Je pense vraiment que c'est uniquement en raison du fonctionnement du marché de la culture. Sur le marché de la culture, tu peux avoir un grand nombre d'artistes, puis tu vas regarder la distribution de leur succès, puis ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir, comme Yann dit, il va avoir une queue très épaisse. C'est-à-dire ceux qui n'ont aucun succès. Oui, c'est ça. Mais non, mais là, c'est un peu différent. Hey, 3 semaines en ligne, la même joke, c'est quasiment lourd. Hein? Écoute, c'est rendu un running gag. Là. C'est rendu un running gag, là, les queues épaisses, les grosses queues. Hey, watch out la prochaine fois que tu parles de ça en avant de tes étudiants devant la classe, c'est sûr que tu pars à rire. Non, mais en anglais, c'est fat tails, fait que je dis pas les grosses queues en anglais. Non, mais tu vas arriver. You know the big dicks. Non, mais tu vas arriver dans ta classe, là, tu vas dire So, Pareto with the fat tails, puis là, tu vas bloquer, tu vas partir à rire, puis tout le monde va se demander ce qui te passe. Probablement. C'est pour ça qu'il faut au moins maintenant 2 ans avant que je donne le cours de statistiques économiques, juste pour que ça sorte de mon système. Mais imagine une distribution où est-ce que sur l'axe des X que tu as, c'est le montant monétaire obtenu sur l'ensemble d'une vie en termes de production artistique. Puis sur l'autre axe, la fréquence. Ben, tu vas avoir un clump de gens à proche de 0 jusqu'à un montant qui est relativement bas. Et après ça, tu vas avoir un espace super peu peuplé. Puis après, tu vas avoir un petit optique vers la fin. Puis là, ce que tu vas avoir, c'est les artistes qui sont peut-être 3-4% des artistes, mais qui vont produire peut-être 90-95% des ventes, des écoutes, des revenus publicitaires, des commandites, des revenus de franchise,
eux vont vraiment occuper le tin tail dans ce cas-ci, mais vont avoir la partie disproportionnelle des revenus. Fait que si tu faisais la même distribution, mais au lieu de tu regardais les revenus sur une vie relativement au nombre, tu aurais l'inverse. Pas de revenus, énormément de revenus d'un petit nombre de personnes. Tu aurais quelque chose comme ça. Puis ceux qui sont plus susceptibles de se rapprocher de la partie la plus à l'extrême, donc ceux qui sont à haut succès, probablement qu'ils doivent être moins politiques. Puis généralement, les gens qui sont plus financièrement ambitieux, puis ça, c'est pas un jugement que je fais, c'est un truc qui vient de la littérature en psychologie puis en trait de personnalité. Les gens plus financièrement ambitieux ont généralement des opinions beaucoup plus centrées, d'une part. Donc, ils ont moins de biais en général. Et ils ont des positions beaucoup plus factuelles. Tout simplement parce qu'il y a des coûts importants à faire des erreurs pour eux. Donc, ils investissent juste un petit peu plus dans les faits. Le psychologue Jonathan Haidt en parle beaucoup. Ces gens-là sont généralement avec une distribution un peu différente de skills cognitifs et ainsi, indépendamment, une distribution très différente d'opinions politiques. Fait que si on devait prendre un sample, un échantillon, à partir de la partie la plus extrême, le haut succès du truc, je ne serais pas surpris que tu aurais des proportions peut-être un tiers, disons, un tiers de libertariens, un tiers de conservateurs, un tiers de liberals, puis peut-être même tu fais un quart, ou tu as un autre quart qui est comme je m'en calisse, je m'en fous, c'est pas important, mais tu aurais une diversité idéologique plus grande dans ce groupe-là. Mais avec probablement des espaces de faits qui sont plus proches l'un de l'autre, donc probablement moins d'erreurs cognitives, probablement plus prêtes à changer leurs opinions lorsque tu leur présentes des faits. Je serais probablement plus sûr que ce groupe-là serait très différent de tout le groupe avant, mais le groupe avant, c'est ceux-là que tu entends le plus étrangement dans les discussions politiques, même si dans les discussions artistiques, ils valent pour des pinottes. C'est peut-être aussi le biais qu'on a quand on pense ça de notre côté, c'est qu'on vit au Québec, puis que la très forte majorité de la culture musicale et vidéo, si on veut, là, c'est les films et tout ça, c'est vraiment financé aussi par l'État énormément. Oui, il y a peut-être ça aussi. Fait que les projets sélectionnés pour être subventionnés, je suis pas sûr que tu peux arriver vraiment avec des tonnes politiques de droite puis que ça va bien aller dans la demande de subvention. Oui, puis tu sais quoi le pire? C'est que je suis sûr que si on regarde les critères pour l'octroi de subventions par le ministère de la Culture, il ne doit pas avoir de discrimination sur cette prémisse-là. Par contre, dans les comités de sélection, il doit en avoir. C'est probablement dans le discrétionnaire, puis ça, je pense qu'on revient sur c'est un point qu'on dit fréquemment. La pire chose que tu peux faire parce que les gens pensent que les libertariens ne veulent juste pas de gouvernement. C'est pas ça la position des libertariens, c'est qu'il y a des bons types de gouvernement, puis il y a des moins bons types. Puis dans les généralement pas bons, c'est quand tu donnes énormément de discrétion à celui qui fait des décisions sur la manière dont l'État agit à l'égard d'une personne ou d'une autre. Tu veux des règles simples, abstraites et générales. Et ça, c'est généralement préférable à des règles, à une multitude d'exceptions qui sont complexes et spécifiques et qui dépendent de la discrétion d'un politicien ou d'un bureaucrate. Bien, sur ces comités-là, je suis sûr que si on regarde le pouvoir qui est donné aux membres de comité pour prendre des décisions sur le financement, je suis sûr que c'est dans ce mécanisme-là de la discrétion que tu as un façonnement du discours vers peut-être quelque chose qui est différent de l'opinion du consommateur moyen et plus proche du discours pondéré du consommateur moyen, plus le politicien qui cherche à se faire réélire en octroyant à ce groupe-là ce pouvoir de conférer des subventions. Donc là, tu twistes un peu tu crées une sorte de dichotomie, pas une dichotomie, mais une dissonance entre ce que les consommateurs veulent vraiment et ce que les... Genre les quotas de musique francophone qu'on se tape puis qu'on veut pas rien savoir personne, là.
Ouais. Ben, en fait, il y avait un épisode, tu vois, ça me fait penser, il y avait un épisode de la série Yes Minister en Angleterre. Puis c'était sur le rôle des subventions en culture. Puis le débat, c'était le ministre qui disait, oh, mais les gens, ce qu'ils veulent, c'est des stades de football. Puis tu as le sous-ministre qui va à toutes les représentations du Royal Shakespeare Company, puis du London Symphony Orchestra. Puis il dit, But the peasants must have access to the theater at 40 pounds a head. Ah ouais. Tu vois que les subventions, c'était pour ce groupe de gens-là. Après ça, give the masses what they want. Oh, no, we cannot do such things. Généralement, en fait, si je suis sûr que la raison que je mentionne ça comme exemple, c'est que je suis sûr que si on faisait une demande des gens sur c'est quoi que l'État devrait financer comme activité culturelle et qu'on comparait à le financement, le type de portfolio de financement public qui est fait, il n'y aurait aucun match, corrélation zéro. Je suis sûr que tu n'aurais pas du tout ce que les gens pensent devrait être subventionné ne sera pas ce qui est véritablement subventionné.